Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des... Bon. Désolé, merci, bonsoir mesdames et messieurs. Encore des petits problèmes techniques à arranger, mais on s'améliore, ça va de mieux en mieux. Au moins, ce soir, nous avons commencé à l'heure, même si l'émission a été reportée d'une demi-heure justement pour nous donner un peu de lousse. Je veux souhaiter bonsoir à Jenny Bonheur, notre merveilleuse technicienne à la console, et souhaiter bienvenue aussi et bonne soirée à Marie-Claude, notre nouvelle caméraman. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Chantal Minaud, ma collaboratrice dans mes activités militantes et bénévoles à tous les jours, et qui est également co-animatrice avec moi sur cette émission et qui était absente malheureusement la semaine dernière. Donc, sur l'émission de la semaine dernière, je voudrais juste revenir avec un gros merci aux invités qui étaient là. Et sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue psychoéducatrice pour nous présenter l'émission de ce soir. Bonjour tout le monde. Écoutez, enfin, on a notre émission L'Union fait la force, ensemble, brisons la loi du silence. C'est pas sans raison. C'est parce qu'au Québec, les gens l'ignorent peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nommées. Il y a beaucoup de désinformation. Malheureusement, les grands médias n'osent pas dénoncer. Il y a probablement des menaces de poursuite ou quoi que ce soit. Étant donné que moi, j'ai quand même 20 ans d'expérience, 20 ans de documents et de preuves, je n'ai aucune peur, je n'ai aucune crainte à ce niveau. Alors, et je vous dirais, préparez-vous, on vous a préparé un documentaire pour débuter. Dans le fond, c'est pour vous informer par rapport à la direction de la protection de la jeunesse, parce que les gens croient à tort que la direction de la protection de la jeunesse est là pour protéger les enfants. Je le croyais aussi jusqu'au 28 février 2012. Malheureusement, ce que j'avais découvert depuis quand même un certain temps qu'ils n'intervenaient pas quand c'était le temps, mais je me disais, bon, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas assez d'intervenants. Mais depuis l'année passée, j'ai découvert qu'ils interviennent quand ils ne devraient pas et ils s'acharnent en plus. Et ils s'acharnent et ça détruit des vies d'enfants, ça détruit des vies de parents, des familles et ça mène même des enfants et des adultes au suicide. Alors, ceci est un début de cette dénonciation-là. C'est vraiment des vrais cas. C'est un premier documentaire qu'on vous présente. C'est DPJ. Lou, y es-tu? Alors, sur ce, je vous laisse regarder le documentaire, écoutez bien et on se revoit après celui-ci. Oui, bonjour. On est à notre premier documentaire sur la DPJ. Sur les dommages qu'il fait, sur les victimes qu'on a découvertes depuis l'année passée. Alors, venez avec nous, on est dans une première demeure. Vous allez voir, c'est un petit appartement. Vous avez là-bas, regardez la belle petite bicyclette qui est là, un enfant de 4 ans, qui attend toujours qu'il revienne. Et on va aller rencontrer Madame M, la maman de cet enfant, et Madame G, qui est la grand-maman de cet enfant, donc la mère de la mère. Oui, bonjour. Bonjour, Madame M. Bonjour, Madame Minaud, ça va bien? Ça va bien, vous? Est-ce qu'on peut voir Oui, bien sûr. peut-être la chambre de votre garçon qui l'attend toujours? Oui. Bonjour, Madame G. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'est la chambre du petit qui est restée intacte. Donc c'est la chambre du petit. Donc comme vous voyez là, il y a ces nounours. Là, il y a tous ses vêtements.
pouvez voir ces vêtements, tout est là. Regardez, tout est resté intact. Les shorts, très beaux. Là, il y a des jouets, donc il y a tous les jouets. Il y a tous les trucs avec lesquels il faisait des activités avant. Vous avez tout gardé ça pour lui? Tout est là, ouais. Il y a aussi encore là ces vêtements, permettez. Tous ces manteaux. Des tiroirs avec des vêtements. Et aussi ces jouets aussi. Il était bien habillé? Très bien habillé. Très bien habillé, il avait des costumes, il avait tout ce qu'il faut, mais en tout cas, il n'en a pas profité. Il avait quel âge à peu près quand la DPJ a commencé, puis vous a enlevé la garde de votre petit... La DPJ a pris l'enfant, il avait 4 ans et demi, elle a pris de la garderie. OK. Hein? On ne savait même pas. Quand on est allé le chercher, bon, on a reçu instruction de ne plus tourner auprès de la garderie, même pas le parc. C'était en 2008, ça? Oui, c'était en 2008. Ouais. Okay. L'intervenant du DPJ est allé le prendre de la garderie. Autrement dit, ça fait 5 années que vous attendez votre petit garçon. Autrement dit, aujourd'hui, il y a 9 ans, c'est ça? Presque 10 ans, 9 ans et demi, ouais. 9 ans. Oui, il fera 10 ans. Ces souvenirs sont... Dans le fond, votre vie s'est arrêtée depuis ce temps-là parce que vous gardez tout ça comme en souvenir, parce que le linge... Il n'en a pas profité du tout. Il n'en a pas profité du tout. Puis il y a plein de livres aussi que j'y avais acheté là. Il n'a jamais pu en profiter là. Très très beau livre. Il y a des séries complètes ici. Et le soir, il me prenait par la main pour me dire, mamie, viens, on va jouer, on va lire Chaperon rouge. Et là, il me disait, la Chaperon rouge, le loup, il a mangé la mamie. Et il adorait, et il écoutait, et il simulait, et il répétait après moi. C'est incroyable. C'était du rituel, tous les soirs. Il aimait ça, ça sécurisait. Absolument. Pourquoi vous gardez la chambre comme ça, intacte depuis 5 ans? Parce que pour nous, l'enfant, il n'est pas mort. Mon fils, il est vivant. Et je ne peux pas concevoir qu'il soit parti définitivement. Notre vie s'est arrêtée depuis le moment où ils l'ont pris, ça fait 5 ans, donc, mais pour nous, il est présent. Ok, pour vous, reprendre, défaire la chambre, ce serait comme de dire qu'il est mort. Vous ne pouvez pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça parce que partout, il y a les souvenirs du petit, partout, on le voit. C'est comme s'il était encore présent, dans le fond, ça vous aide, dans le fond, à tenir le coup. Absolument. Voulez-vous parler un petit peu pour savoir l'historique de tout ce qui s'est passé, parce que là, votre vie, dans le fond, s'est arrêtée il y a 5 ans, si je comprends bien. Absolument. Vous avez gardé les souvenirs de votre petit garçon dans l'espoir de le revoir. Juste pour que les gens sachent en partant, c'est combien de temps, là, en ce moment, que vous n'avez pas vu votre petit garçon? Peut-être commencer par votre mère, Madame G. Moi, j'ai été impliquée toujours auprès du petit. Et bien évidemment, depuis qu'ils l'ont pris, moi, j'ai jamais pu le revoir. J'ai dû le voir appeler au téléphone une seule fois, 2 années plus tard, au moment où il avait subi une opération. Et là, bien évidemment, parce que je le voyais quelquefois sur vidéo, quand sa mère allait en visite supervisée, bien évidemment, on a réalisé que l'enfant avait perdu l'usage du langage. Et là, je ne m'étais pas rendu compte, quand j'ai demandé à la personne qui m'avait répondu au téléphone, de me le passer parce que j'étais très inquiète. À ce moment-là, elle me l'a passé, il venait de se réveiller de l'anesthésie. Et dès qu'il a reconnu ma voix, il a crié, il a prononcé mamie. Ça faisait 2 ans que vous l'aviez pas vu? 2 ans. 2 ans? Qui ne m'avait pas vu, qui ne m'avait pas entendu, mais il m'a reconnu au téléphone. 2 ans, ça veut dire... OK, 2 ans à partir du moment qu'ils sont venus en 2008. Et quelle raison qu'ils ont donné à DPJ à ça, que vous ne voyez plus votre petit-fils? Ben écoutez, je n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de grand-mère, tout simplement. Il n'y a pas de grand-mère. Puis depuis 2010, avez-vous revu après ça, lors des visites supervisées? Je l'ai vu, j'ai tenté de le voir lors de son anniversaire en 2011.
Je suis arrivée, on m'a refusé, quand bien même qu'on m'avait donné un accord tacite par téléphone, mais quand je suis arrivée, on m'a dit on n'a pas d'ordre pour que vous voyiez l'enfant, c'était en visite supervisée, donc j'ai dû repartir. J'étais partie avec le cadeau, bien évidemment. Vous aviez un cadeau pour lui? Un cadeau pour lui. Ils vous ont refusé de lui donner, ils vous ont refusé de le voir. Donc j'ai dû repartir l'année d'après. J'ai de nouveau relancé. Donc 4 ans plus tard? Oui. J'ai de nouveau relancé. À ce moment-là, je peux situer l'endroit, c'est au moment où ce centre de transition avait changé d'administration. Donc j'ai demandé, ils ont été corrects, ils m'ont accepté, ils m'avaient vu, et là c'est inimaginable, cet enfant, comme si jamais on s'était séparés. Vous avez quand même été avec lui, vous demeurez ensemble, Oui. vous avez été ensemble pendant 4 ans et demi. Absolument. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Il s'est jeté sur moi, il était à côté de moi, il faisait des bisous comme sa mamie, inimaginable, il ne m'a pas oublié. Donc ça veut dire qu'elle a 8 ans, là. Il était rendu à 8 ans. 8 ans, oui. Il était rendu, de 4 ans à 8 ans, il vous avait pas vu, puis il vous a reconnu tout de suite. Il m'a vous reconnu étiez tout de suite. significative. Et il a été très heureux. Et d'ailleurs, on avait filmé, on nous avait permis ce jour-là de filmer. Il était à côté de moi, m'a mis des bisous. Et après ça, quand est-ce que vous l'avez revu? Je l'ai plus revu. Ça veut dire que vous l'avez vu comme 2 fois. 2 fois? je En l'ai- 5 ans? En 5 ans. 2 fois? Ouais. Je l'ai vu, je lui ai parlé une fois au téléphone et je l'ai vu une seule fois en 5 ans. Vous l'avez vu une fois, puis une fois au téléphone, vous avez parlé. Mon Dieu, OK? Et là-dessus, vous dites, dans le fond, c'est tout simplement parce que la grand-mère n'existait pas. Ah oui, Vous n'existez pas. n'existe Vous pas. êtes morte. Oui, je suis morte, mais pour le petit. Pour la DPJ, vous êtes morte. Oui. Pour lien significatif avec votre petit-fils, que ça soit bien pour lui, qu'il y ait un lien d'attachement, ça, c'est pas important. Pour eux, c'est pas important, mais moi je suis rassurée parce que j'ai eu le premier contact au téléphone et j'ai vu sa réaction. Quand mamie m'a reconnue, il a suffi qu'il entende ma voix, il a Mais les liens étaient développés, là, depuis la crié naissance. mamie. Bon, ils ont coupé la communication et quand je l'ai revu lors de son anniversaire, c'était pareil, comme si on s'était jamais quitté. Il s'est jeté sur moi, il était à côté de moi, mamie, enfin. Les liens d'amour, ça se défait pas, hein. Ah, jamais. Parce que... Non. Pouvez-vous, madame Damel, nous résumer un peu d'où ça part, tout ça? Les gens, je suis convaincue parce que les gens au Québec pensent que quand la DPJ s'implique, c'est parce que c'est des méchants parents. Vraiment, ils n'ont pas de bon sens, ils ont des manques d'habileté, ils détruisent leur enfant. C'est ça que les gens pensent au Québec. C'est pour ça que quand les gens dénoncent, comme moi, psychoéducatrice, je dis hey, c'est quoi qu'elle dit là? Je veux dire, même moi, l'année passée, je croyais même pas encore au mois de février que ça se pouvait. Je comprends que les gens ne croient pas. Mais pouvez-vous nous raconter un peu d'où ça tout part? Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens, effectivement. Dans mon cas, il n'y avait aucune compromission de l'enfant. L'enfant était bien parti, il était bien encadré. On se séparait avec son papa, il avait 7 mois. Et l'enfant, il avait tous les services, il avait un tout petit retard de langage. Je donnais tous les services d'orthophonie, d'ergothérapie dans le privé, j'en ai payé pour $6 000 en privé. Le papa n'a jamais payé un cent. Mais c'est une affaire de garde. Le papa n'a pas eu la garde par la cour supérieure, il est passé par le DPJ. Il a une sorte pédiatre et il y a eu une impression diagnostique. Le psychiatre, il a vu l'enfant une seule fois, il a donné une impression diagnostique avec l'information qui était dans le dossier, qui était donnée par le DPJ et par le papa. Bien que j'avais fourni un DB de l'enfant, comment il était, parce que l'enfant, on l'avait filmé depuis sa naissance, c'est un enfant magnifique, jovial, il n'avait aucun problème de comportement, il n'avait aucun problème de troubles autistiques comme eux ils prétendent. OK, l'étiquette dans le fond qu'ils ont mis, c'est les troubles autistiques. Absolument. Et que dans le fond, lui, il y avait juste un petit retard de langage, comme souvent des petits garçons ont. Même avant, on ne faisait pas de suivi, il rattrapait souvent facilement, c'est fréquent chez les petits garçons qui sont plus actifs. Mais dans le fond, vous, malgré ça, vous n'avez pas attendu dès qu'il avait 2 ans. Vous avez donné des services de stimulation, vous avez payé jusqu'à $6 000. Il y avait un suivi orthophonique et ergothérapie en psychologie. Au début en psychologie. Et vous avez tout donné ça, et là, OK. Et là la DPJ, elle travaille totalement dans le dossier. La travailleuse sociale, c'est quoi son nom? Elle s'appelle
s'appelle Chantal Carmichael. Chantal Carmichael. Elle est rentrée dans le dossier, on lui fournit toute l'information de la prise en charge de l'enfant depuis sa naissance, il avait tous les vaccins, tous les services et tout, mais elle a tout occulté. Elle a fait un rapport d'évaluation biaisé, et avant même qu'on ait le rapport d'évaluation, elle a fait une requête en protection. Ce qui est vraiment étonnant, parce que normalement c'est pas ça la procédure. Et quand on a eu la requête en protection, on a contacté par responsable de service pour savoir ce qu'il en est. Même elle était surprise. C'est qui ta chef de service? Je ne me rappelle pas c'était quoi son nom. On avait appelé la commissaire Tremblay. Tremblay dans le temps. Et là, à ce moment-là, donc j'ai reçu le rapport d'évaluation après qu'elle ait introduit sa requête en protection. Bon, autrement dit, vous n'avez pas été prévenu qu'il y avait une requête en protection réelle? On a été pris par surprise. Vous avez été pris par surprise. Et toute l'information qui était là, elle était fausse. Et depuis 2007 qu'elle a fait sa requête en protection, on n'a jamais pu faire notre preuve. Malgré qu'on a toutes les preuves, comme quoi l'enfant avait les services, mais c'est toujours la parole du DPJ qui passe en premier, lui dire qu'il passe. Nos vraies preuves, elles sont écartées. Donc l'enfant, c'est une affaire comme j'ai expliqué, une affaire de garde au départ, un diagnostic, le psychiatre Dr Eric Sambon, il a vu l'enfant une seule fois. Il a donné une liste de bilans différentiels à faire, des évaluations d'orthophonie, ergothérapie, psychologie. Ils n'ont pas accepté les bilans qui étaient faits à l'extérieur par nos spécialistes qui suivaient l'enfant. Donc on a pris les rendez-vous à l'hôpital MCH et la travailleuse sociale, quand elle est rentrée de vacances, elle a annulé tous les rendez-vous. Et on est passé en cours. La travailleuse sociale de la DPJ? Oui, Madame Chantal Carmichael. Si vous me permettrez, parce que j'ai quand même lu votre dossier au complet, je pense que c'est important de préciser que, dans le fond, la DPJ a donné au Dr Fonbonne les rapports d'évaluation qu'ils avaient eux-mêmes choisis. Ils ont choisi leurs professionnels, mais ils ont omis de donner toutes les évaluations et tous les suivis orthophoniques qui avaient été faits depuis qu'il y avait 2 ans. Il faudrait surtout pas oublier de le dire, parce que moi, j'en ai pris connaissance, et ils ont omis tous ces rapports-là, tous ces bons rapports, et en fait, ces dernières évaluations, ils ont donné ce qu'ils voulaient donner. Et c'était falsifié, c'est clair, hein? On va le dire, on va le nommer, là, parce que si on omis un historique qui démontrait facilement qu'il y avait juste un retard de langage et qui rattrapait même son retard. Parce que de toutes les manières, même Dr Fonbonne, quand on a dû se rendre avec la travailleuse sociale pour l'examen clinique, on avait ramené avec nous les rapports, documents, bien évidemment, et des DVD de l'enfant, parce qu'il fallait compléter l'information. Oui. Il ne pouvait pas uniquement prendre l'information du côté du DPJ. Normalement, selon son code de déontologie, voilà. Non. Et en question au début d'une impression diagnostique. Ce n'est pas un diagnostic final. Il fallait finir les bilans. Et les bilans n'ont jamais été finalisés. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une première audience en novembre 2007. Premier jour d'audience, il change les droits de carte. Le premier jour, avec la DPJ. Le 30 novembre. C'est incroyable, la DPJ. Le motif qu'elle a invoqué, la travailleuse sociale, Mme Chantal Carmichael, elle l'a dit au juge Jasmin. Elle lui a dit, monsieur le juge, c'est pour permettre au papa de s'impliquer plus au niveau des soins de l'enfant, qui était l'orthophonie et l'ergothérapie, pour qu'il s'implique plus, donc il fallait élargir les droits d'accès. Ok, mais pour que le papa s'implique. Et le nom du juge, c'était? C'était Michel Jasmin. Michel Jasmin. Et par la suite, donc, c'est comme ça que les droits d'accès ont été élargis au papa. Et je veux juste préciser aux gens, la garde était partagée comment? La Cour supérieure avait décidé quoi? La Cour supérieure avait donné les droits d'accès élargis au papa, donc c'est moi qui avais la garde légale. Et donc le papa, il avait des droits d'accès élargis, pas une garde partagée. Il avait plus, c'est-à-dire au lieu de le voir une semaine sur 2, il le voyait toutes les semaines. Il faut qu'un ancien, Ce qui fait que eux, ils sont rentrés parce que n'importe comment, pendant une année où on était resté à la Cour supérieure, on est passé devant plusieurs juges, jamais à aucun moment il a été question de problème de développement chez l'enfant. C'est à partir du moment que le père est allé voir ça. C'est quand le père, bien évidemment, n'a pas obtenu ce qu'il a voulu par la Cour supérieure. Mais il est allé voir sa soeur aussi, médecin, c'est là que ça part, mais c'est pas normal, parce que d'habitude, ils n'ont pas le droit. Elle a décidé qu'il y avait un trouble de développement, mais ça, c'est normalement. Il a vu sa soeur alors que l'enfant était suivi par le docteur Julien. Ah, il était suivi par le docteur Julien, depuis Julien qu'on connaît. Depuis l'âge de 26 mois.
26 mois, 100 ans. Depuis de l'âge de 2 ans que... La mère, il avait un tout petit retard de langage et comment elle s'inquiétait, elle voulait préparer son fils pour l'école. Et c'est comme ça qu'elle est allée voir Dr Julien, qui a mis immédiatement les services en place, à savoir psychoéducation, orthophonie, ergothérapie, et puis l'enfant, il évoluait très bien. Oui, mais j'ai vu dans les rapports aussi. Mais malgré tout ça, la DPG est en train. Fait que là, qu'est-ce que vous disiez? Vous étiez rendu au docteur Fonbonne. Premier jour d'audience, ils changent tout ça, puis ils mettent la garde au père. Non, pas tout à fait. Ils ont commencé par élargir le droit d'accès au père. Donc, c'est-à-dire qu'ils le voyaient plus que pendant qu'ils voyaient avant. Pour qu'ils puissent l'accompagner, surtout comme c'est la thérapeute lui aussi. Donc c'était une semaine c'est la maman, une semaine c'est le papa. Sauf que ils ont changé les droits de garde et aussi ils ont changé l'endroit de transfert de garde. Le transfert de garde, ils ont commencé à le faire au niveau du bureau de DPJ à Descaries. Oh, ils ont commencé alors à vous mettre à DPJ. Pour faire des rapports sur le parent. Alors qu'il y avait on a de cher M. Stéphane Clavette, c'est ça qui alors qu'il y avait aucun problème pour les transferts de garde, c'était une façon de documenter le dossier pour aller progressivement m'enlever la garde moi à la maman. Donc c'était en novembre 2007 qu'ils ont donné plus de droit d'accès au papa. On est arrivé au mois de... Parce que comme je ne voyais pas les rendez-vous arriver pour comme je vous ai expliqué, Mme Chantal Carmichael, elle a annulé tous les rendez-vous. Donc j'ai été voir une psychologue dans le privé. J'ai été voir Mme Gendran, qui a 30 ans d'ancienneté dans le domaine Madeleine Gendran, oui, elle a 30 ans d'ancienneté dans le domaine de l'autisme, elle travaille à l'hôpital Saint-Justine aussi. Elle a fait son rapport, elle a vu le délai de la noce du Dr Sandon, elle a vu l'enfant, elle a vu tous les documents de l'enfant, les agendas scolaires, et elle a dit que c'est pas un problème, c'est pas un thème. C'est un petit retard de langage, il faut continuer l'orthophonie, l'ergothérapie. Et quand j'ai signifié le rapport à la Chambre de la jeunesse, tout de suite après, la DPJ, ils m'ont proposé un plan d'intervention où il fallait que je m'engage à accepter le diagnostic de Fonbonne. Vous aviez l'obligation de reconnaître le diagnostic de... S'engager à ne faire aucune autre évaluation pour confirmer le diagnostic et d'accepter le calendrier de garde qu'ils ont modifié le premier jour d'audience. Ce qui était complètement aberrant parce que là on n'était pas là pour les droits de garde, on est à la Chambre de la jeunesse, on est là pour les soins de l'enfant, pour les problèmes de développement des enfants. Si on peut résumer un peu la situation parce qu'on veut pouvoir le présenter quand même assez simplement, est-ce qu'on peut dire que, parce que j'ai lu un peu les jugements, est-ce que je me trompe si je dis aux gens que dans le fond, toutes vos audiences, votre ex est allé vers la DPJ, il l'a utilisé pour avoir la garde de votre enfant, et il l'a utilisé aussi parce qu'il est allé chercher aussi des budgets, des subventions par rapport à cette étiquette diagnostique-là. Et surtout que lui, il n'est pas représenté par un avocat, il ne faut pas l'oublier. Non, c'est la DPJ, son avocat. Mais dans le fond, si je ne me trompe pas, tous les témoins que vous avez emmenés, de ce que j'ai pu lire, c'est autant Madeleine Gendron, autant Dr André Mars, pédopsychiatre à l'hôpital universitaire, autant tous ceux moi, comme psychopsychiatrice, Madame Manon Lefebvre, travailleuse sociale, psychiatre, tous les professionnels qui ont des bonnes évaluations pour vous, pour votre enfant, ils ont été rejetés. Michel Jasmin, même j'ai lu le jugement, il est dénigrant, mais ça se peut pas que Madeleine Gendron, il a jeté ça à la poubelle. Et de ce que j'ai pu découvrir, je me souviens plus de son nom, la psychologue de la DPJ, elle par exemple, c'est là que ça a commencé avec Michel Jasmin, parce qu'elle a commencé à vous déclarer comme quérulente, un peu dérangée. Hein? Donc, dans le fond, depuis 2008, vous n'êtes pas, vous, la grand-maman, vous êtes décédée, vous, la maman, vous n'êtes pas entendue. Tous vos professionnels ne sont pas entendus, vous n'existez plus. La procédure ne respecte pas, vos droits n'existent pas, les droits de votre enfant non plus. Vous étiez les deux personnes significatives de 0 à 4 ans et demi, mais cet enfant-là, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Parce que les liens significatifs, c'est la base pour la sécurité, pour le développement d'un enfant. Il était comment, votre enfant, qu'ils sont venus chercher? Un enfant magnifique, jovial, un enfant vivant, qui parlait, il faisait beaucoup de progrès, c'est un enfant plein de vie, qui a beaucoup de charisme. Même c'est reconnu, il y a eu même une éducatrice qui venait témoigner à la cour devant le Jasmin pour dire comment il était l'enfant, c'est un enfant attachant. Et depuis qu'ils ont coupé les contacts, l'enfant il a commencé à manifester des problèmes de comportement. Des contacts avec vous? Oui, en juin 2008, il a commencé déjà, on le voit, parce que je ne l'ai pas vu pendant presque 3 mois. Et puis tout de suite après, l'enfant il a commencé à se mordre, à se frapper, on a des rapports de la garderie qui ont été cachés par le DPJ, on les a eu récemment.
Et puis on a... Vous voulez dire en 2013? Non, je les ai vus, non, je veux dire, je les ai eus peut-être en 2009, après que l'enfant, il y a Un an plus tard, oui. Donc l'enfant, il a commencé à se frapper, à se mordre. Même l'éducatrice, elle disait que l'enfant, il fait 3-4 crises par semaine, alors que l'enfant avant, il faisait pratiquement jamais de crise. Mais c'est la façon qu'un enfant crie sa détresse. Absolument. Dans le rapport de la garderie, ils disent, avant, il allait chercher du réconfort à la direction. Il ne voulait plus personne, il ne mangeait plus, il se mordait. Ils étaient obligés de l'attacher. À la garderie? Oui, à la garderie. Il l'attachait, voyons donc. L'attacher parce qu'il faisait des cris. Mais oui, on n'attache pas un enfant, Oui. c'est ça. Oui, le père a ramené une contention. Une contention à la garderie? Et ça a été signalé. Et ils ont laissé faire ça? Et ça a été signalé au juge Jasmin et ils n'ont rien fait. Alors, il a été confié au père dans la même semaine. Dans le fond, il criait sa détresse, il s'ennuyait de vous. Oui. Et la façon qu'ils ont réglé ça, c'est de faire une contention physique. La contention. Et dans la même semaine, la travailleuse sociale, car Michael, elle met dans sa chrono que l'enfant fait des crises et que le père ne sait plus comment s'y prendre avec cet enfant. Oh. C'est écrit noir sur blanc dans sa chrono. Dans la semaine même, ils ont dû aller voir l'ergothérapeute pour gestion de crise. Vous savez que Mme Carmacher, ça a été payant. Hein? Votre enfant est rendu chef de service Oui. à Verdun. Hein? C'est Ça, ça. c'est grave. Et C'est la façon, pour que les gens le sachent, là, c'est la façon de monter de grade à la DPJ. Vous saviez que celle qui est partie au départ, qui a parti tout ce signalement, puis qui a fait la requête d'urgence, et qui a la requête pour vous enlever la garde de votre petit garçon, Chantal Carmichael, vous savez que ça lui a servi. Hein? Elle est rendue chef de service à Verdun. Une petite parenthèse, parce que Mme Chantal Carmichael, elle n'a jamais témoigné. Elle a présenté un rapport qu'elle a déposé et elle n'a jamais témoigné dans le procès. Donc c'est lui dire. Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle a raconté, c'est des mensonges. Elle n'a jamais pu être confrontée à ce qu'elle a raconté. Elle va devoir l'être un jour ou l'autre. Ce que moi je pourrais ajouter, c'est que normalement le DPJ a le fond de la preuve. Mais ce jour-là, elle n'a pas témoigné et son avocate, Maître Durocher, a écrit. C'est Maître Michel Durocher qui est dans le dossier là. A écrit, Monsieur le juge, je pense que nos documents sont clairs. Ma cliente ne va pas témoigner. Mais de toute façon, je pense qu'on peut résumer. Je pense que l'endroit où on utilise le oui-dire, la seule place que je pense qui existe, c'est justement dans la DPJ. C'est inacceptable. Ils peuvent mentir par juré, mais c'est pas grave. Ils ont le droit, ils disent oui-dire, ils enragent les enfants. On en reparlera, vous allez voir, toutes les gens, je vous souhaite jamais de vivre ça, c'est incroyable, ils ont un pouvoir énorme, ils peuvent mentir sans compter, ils sont jamais, comme vous dites, confrontés à devoir le faire, mais un jour ou l'autre, de toute façon, je pense qu'une plainte aux criminels vont devoir le faire un jour, parce que ces criminels qui font faire des faux, falsifier des documents, il va falloir à un moment donné qu'on procède, parce que ces gens-là, c'est criminel ce qu'on fait. Parce que là, les gens ne le savent pas encore, mais j'aimerais ça que vous me disiez, il parlait, vous dites qu'il était enjoué, il chantait. D'ailleurs, on va faire entendre tantôt un bout qui chantait. Hein, il était plein de vie, je sais, je l'ai vu, il est tellement joyeux, vraiment. Là, pas autiste, une miette, mais pas une miette. Et j'aimerais que vous me décriviez aujourd'hui, là, maintenant, il est comment? Il est rendu dans un état déplorable, il est devenu comme un légume, il ne parle plus. Ça fait 4 ans qu'il est sous grosse médication, sous le Risperdal, depuis qu'ils ont complètement coupé tous les contacts avec la maman, c'est-à-dire depuis novembre 2009. À partir du moment D'ailleurs, je voudrais préciser aux gens que j'ai parlé au docteur Michel Lemay, parce que c'est lui qui a commencé à médicamenter votre enfant. Et il était déjà impliqué dans un autre dossier en 2000 que j'avais, qui ont fait la même chose. J'y avais demandé, mais pourquoi vous l'avez médicamenté? Vous savez, j'ai demandé, est-ce que ça se pourrait que l'enfant réagissait face à la coupure du lien significatif avec sa mère, sa grand-mère? Il m'a dit oui, ça se peut. Puis là, j'ai demandé, mais et c'est comme ça que vous traitez la coupure du lien significatif? C'est en médicamentant? Mais parfois, il pleurait pour sa maman. La solution, c'est de lui donner du Risperdal. Et là, ça fait depuis 2009 qu'il est médicamenté sur Risperdal. Et en plus, le Risperdal, c'est un médicament très très dangereux. On le donne pour le schizophrène. Il est très contesté. Même il y a de gros procès aux États-Unis actuellement, des méga procès contre la compagnie Johnson & Johnson. Même je pense qu'ils l'ont interdit pour les enfants. Et il y a fait tellement de dégâts. Et j'ai vu le dégât parce que moi, pendant 4 mois, j'ai pas vu mon fils de novembre 2009 jusqu'à mars 2010.
Quand je l'ai revu, il parlait plus l'enfant. Là, il parle plus du tout. Il a perdu le langage, il est en dysfonctionnement depuis des années, il est devenu incontinent, il a développé une hernie inguinale. Ça fait l'énurésie, il porte une couche la nuit maintenant, il fait de l'encoprésie. Pouvez-vous juste, Madame G, parce que vous êtes au courant, vous allez regarder le dossier médical, je pense qu'il y a vraiment clairement tous des symptômes d'abus sexuels là, et que les gens ignorent et que les gens veulent vraiment tenir en catimini, en cachette, mais c'est très grave parce que juste, il avait 4 ans et demi, il allait bien, il allait à la toilette, il se retenait. Et comment ça se fait que maintenant, il y a 9 ans, il porte des couches, il fait la coprésie, il a même eu des maladies vénériennes, l'herpès et tout ça, même des maladies à des endroits, des bleus sur les anus, qu'on a Stéphane Clavette en passant qui dit que c'est parce qu'il se rentre le doigt dans l'anus, il s'amuse à ça à 9 ans, c'est normal, il semblerait pour la DPJ. Vous l'avez vu? Mais moi, j'ai aucun problème. Oui, je l'ai vu. Mais moi, j'ai aucun problème avec les comportements de mon fils. J'arrive à très bien les gérer. Et il se calme à la fin de la séance. La dernière fois, il ne faut pas oublier qu'il m'avait pas vu pendant 2 semaines. Donc, il avait fait sur lui à l'école. Il était peut-être malade. La dernière fois, je sais pas si on vous a dit, Martine vous a pas dit qu'il était malade la semaine dernière? Il avait fait caca sur lui à l'école. Ah, c'est arrivé à quelques reprises. Non, mais la dernière fois, quand je l'ai vu, le 26, il avait un problème déjà à l'école. Donc, oui. Il devait être mal à l'aise. Peut-être qu'il a un problème physique à ce propos. J'avais même demandé à Martino qu'est-ce qu'il avait l'enfant. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a parce que j'avais vu qu'il avait une grosse trace au niveau des fesses violacées. Je vous en ai parlé. Je ne sais pas si vous avez pu vérifier qu'est-ce qu'il avait l'enfant. Oui, à ce niveau-là, l'enfant, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il joue dans son anus avec ses doigts. Non, là, il avait des traces violacées sur les fesses, comme ça, pas dans l'anus, sur les fesses, ok, proche de l'anus, mais c'était violacé. C'est comme s'il s'est assis sur quelque chose, comme pas brûlé ou je sais pas. Il avait des traces violacées sur la peau. Ben, je le sais, là, je veux dire, vous n'avez pas l'air dû le regarder aussi. Oui, mais c'est quoi ces traces-là? Vous avez une idée? Ben, moi, ce que je vous dis, c'est que il y a une attention particulière dans cette région-là, puis il s'amuse avec ça. Non, mais je comprends pas comment il a pu avoir cette cicatrice. C'est pas en mettant son doigt dans son anus qu'on va avoir une trace violacée sur les fesses. Il y a autre chose. Peut-être qu'il était irrité. Je sais pas, c'est justement... Oui, on a demandé à monsieur et à monsieur Duré qui porte une attention particulière à ça. Ok, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça consiste en quoi quand il joue avec les fesses? Qu'est-ce qu'il fait? C'est assez récent, hein, ces comportements qu'il a observés? Oui. Est-ce que le docteur Palardier est au courant de ça? Oui, il est au courant. Et qu'est-ce qu'il en pense? Ben, qu'est-ce qu'il en pense? C'est un problème de comportement. Mais c'est quoi? Pourquoi il a développé ce problème de comportement? Est-ce qu'il a une idée? Je n'ai pas demandé, là. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Oui. Ben, d'après vous, c'est Je normal? sais, j'ai aucune idée. Non, c'est pas normal. Les enfants là, de 9 ans ne jouent pas dans leur anus comme ça. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il a été abusé, non? Peut-être? C'est une probabilité? Moi, j'ai référé votre inquiétude à notre centrale de signalement, puis le signalement n'a pas été retenu. Non, je comprends, mais il y a eu une enquête. Pourquoi l'enfant il a joué avec son anus? Une enquête? Je veux dire une enquête ou bien une vérification avec le docteur, une investigation poussée, non, voir qu'est-ce qui se passe dans la famille d'accueil. Une investigation poussée, madame. J'ai référé la situation au RTS. Ça, c'est l'endroit où on appelle quand on fait un signalement. OK. Puis j'ai informé ce département-là. C'est quoi le RTS? Je peux savoir c'est quoi? C'est la centrale qui reçoit les signalements. Et ils ont fait une enquête, c'est ça? Non, madame. Il n'y a pas d'enquête parce qu'il n'y a pas assez de faits probants. Non, mais pourquoi vous avez référé à RTS? C'est juste parce qu'ils jouent. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Mais pourquoi ils en sont basés sur quoi? Est-ce qu'ils n'ont pas appelé les parents, enfin la famille d'accueil, parce que mon fils est dans une famille d'accueil pour savoir quand est-ce qu'il a eu ça, à l'école et tout? C'est comme ça que ça se passe? Vous faites des enquêtes pour les enfants, c'est comme ça, non? Non, il y a des règles au niveau de la prise de décision, OK? Puis on détermine s'il y a matière à faire, à retenir un signalement ou non. Et vous, qui vous a dit qu'il a touché aux fesses? C'est qui l'a dit ça? C'est Martino? Qui vous a dit qu'il jouait avec son anus? C'est qui? Qui m'a dit qu'il jouait avec son anus? C'est son père. Ah oui? Tout à fait. OK. Et ça, il vous a dit ça quand? Je peux avoir une idée? Depuis quand ça dure? À la suite du contact, là. À la suite du contact?
C'est-à-dire le 26, il a commencé à jouer avec ses... Peut-être qu'il a un problème physique, peut-être qu'il est malade, l'enfant. Madame, Quand je l'ai emmené aux toilettes, vous savez... il n'y a pas de problème. Monsieur, je ne peux même pas parler. Oui, mais Monsieur je vous écoute. Je suis en train mais de je vous expliquer. explique comment j'ai vu mon Oui, fils. mais Moi, oui. quand je l'ai emmené au bol de toilette, il tremblait. Il avait mal, peut-être qu'il a une infection urinaire. Il n'était pas inquiet, là. Puis M. Martineau semblait pas inquiet non plus. Mais Monsieur Martineau, moi je suis sa maman, moi je l'ai vu comme ça. Et c'est normal que je m'inquiète, que les informations que je vous donne, vous les apportez aux bonnes personnes pour qu'ils soit qu'ils enquêtent, soit qu'ils prennent attention, ils emmènent l'enfant à l'hôpital. Non, Voilà. Urinaire. On fera pas d'enquête pour rien avec un enfant. Okay? Non, mais je vous dis peut-être qu'il a une infection urinaire, il faut le dire à la famille d'accueil de prêter attention. Son père, Mais son père, il ne va pas le dire la semaine. Et le père d'accueil sont au courant de la situation et ils portent une attention particulière. Soyez sans crainte, il reçoit tous les soins, particulièrement, il reçoit tous les soins. D'accord, ok. Donc, de toute façon, ça me fait plaisir de répondre à vos questions à ce niveau-là. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, comme nous résumer un peu de son historique médical. Quand il venait, très souvent, et je l'ai dit à l'époque, même à votre avocate, il me disait, mamie, viens, gonfle Zizi. Il vous demandait ça. Oui, il me demandait ça. Et là, quand le père avait la garde. Oui. Et là, bien évidemment, comme on n'a pas d'arrière-pensée, je lui suis dit, non, ne fais pas ça. Il se mettait à rire et reprenait. Viens, gonfle Zizi. Donc, il a fait... il avait quel âge à ce moment-là quand il a commencé à parler ça? C'est ça, quand il est entré. Au début en 2008. Début en 2008. Mais vous mettiez ça sur l'âge? Oui, mais on ne pensait pas du tout que ça pouvait être... Mais bien évidemment, par la suite, parce qu'on a tenu vraiment le dossier médical de l'enfant, malgré la difficulté à obtenir l'information, parce qu'on a interdit à la mère d'avoir l'information sur son fils, on lui a confisqué la carte d'assurance maladie de son fils, on l'a obligé à, quand l'enfant est malade, de ne pas le soigner, mais d'appeler le père, si le père n'est pas là, appeler jusqu'à Repentigny, sa sœur, parce qu'ils ont enlevé des attributs d'autorité parentale à la mère. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Mais malheureusement, tous les week-ends, quand il était chez nous, parce que par la suite, on l'avait du vendredi au lundi matin, tous les week-ends, malheureusement, on l'emmenait à l'hôpital parce qu'il était souffrant. C'était des températures de 40 degrés. C'était une pneumonie, c'était de la sinusite, c'était des infections urinaires, c'était une urétrite, c'était... On avait pas... Vous avez compté aussi une fois, c'était particulier parce qu'il y avait... Oui, il y a gingivo stomatique aseptique. Mais ça, c'était... Il y avait une infection dans la bouche. Ça, c'était en 2006, avant que le DPJ ne rentre. En 2006. Quand le père le prenait, à chaque fois, il revenait malade, il le déposait à la garderie malade, sans avertir la mère. Et Carmichael, elle était au courant de tout ça. Elle a fermé les yeux. Je lui ai donné tout le tableau qu'on avait préparé concernant tous les épisodes de l'herpès gingivo, avant qu'il vous l'enlève, stomatite, où une fois pendant 10 jours, nous l'avions nourri à la seringue. Il avait plein de vésicules dans la bouche. Ça s'est répété une deuxième fois. Une fois, j'ai dû l'emmener chez son pédiatre parce qu'il faisait de la... En tout cas... Des grosses selles. Oui, de grosses selles. Et il y avait la diarrhée, je pense qu'il s'échappait. Hein? Non, c'était pas la diarrhée, c'était vraiment de selles un peu fluides, mais beaucoup. C'était incroyable. Je l'ai emmené chez son pédiatre. On a dû faire des examens, mais on n'a pas pensé à un abus sexuel. Mais ce n'est pas normal. À chaque fois, il était malade. À chaque fois, il le déposait malade à la garderie. Et Carmichael Chantal avait toute l'information. On lui a expliqué et je me suis rendue personnellement. Je lui ai dit, voilà, le dossier, nous allons le pointer point par point et vous allez signer que vous avez reçu un dossier. Donc elle a reçu toute l'information. Mais malgré ça, elle a fermé les yeux parce que leur but était la garde. Il n'y a pas une autre explication. C'était changer la garde. Mais de ce que j'ai compris, souvent dans plusieurs dossiers des DPJ, c'est qu'ils s'attaquent aux bons parents et ils laissent le parent qui est plus en difficulté. Et après, parce que dans le fond, on est rendu là, le parent qui est en difficulté, il l'aide pas. Alors là, c'est ça qui arrive, parce qu'aujourd'hui, maintenant, même le père, il est même plus qu'à s'en occuper. Il est placé en famille d'accueil. Aujourd'hui, il n'est même plus chez
chez son père. Il refuse de vous le redonner. Il y a quelque chose en arrière de tout ça, parce que moi, j'ai rencontré Dr. Julien, et il avait une peur bleue. Il voulait même pas voir le DVD de votre fils. Et il m'a dit, j'ai toujours demandé qu'il devait être hospitalisé. Mais comment ça s'est jamais fait? Il n'a jamais été évalué, cet enfant-là. Et en plus, on soupçonne un abus. Puis je me souviens de Dr. Julien, il m'a dit, moi, on me l'a dit, il y avait eu des menaces de votre ex de poursuite. Mais il n'y a aucune excuse de laisser un enfant sous la menace de poursuite. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. C'est que le papa, il a fait des plaintes sur tous les intervenants. Oui, je sais, il est fait sur moi, le maintenant. Mais il n'y a pas que ça, c'est que l'enfant, depuis qu'ils l'ont confié à son père en 2008, c'est-à-dire que l'enfant, ils ont tout fait pour... c'est-à-dire qu'il a eu la totale. Non seulement ils ont coupé les contacts de la maman, ils ont mis et la grand-maman, les deux. Ils l'ont médicamenté, ils l'ont mis avec des déficients intellectuels. Oh oui, c'est vrai, à l'école, il y a avec des déficients intellectuels. Le docteur Campbell, il a dit que l'enfant doit rester avec des enfants verbaux. Et puis pendant la première fois quand ils ont coupé les contacts en 2008, ils l'ont mis dans une école de déficients intellectuels, l'école Étincelle, et dès qu'il est arrivé, la directrice nous a convoqués pour voir pour quelle raison ils ont ramené cet enfant chez eux, ils ne comprenaient pas. Autrement dit, la DPJ est arrivée dans le fond dans le dossier pour dire qu'il voulait impliquer plus le père sur les soins de l'enfant auprès de l'ergothérapeute, auprès d'orthophonistes, pour les rendez-vous. Est-ce qu'il est allé au rendez-vous? Dès qu'il a eu l'enfant, quand on lui a donné la garde en juin 2008, donc dès qu'on a transféré l'autorité au papa, il a arrêté tous les services. Il est tout arrêté. Au bout du compte, dans le fond, l'excuse, ça a été ça, mais ils ont tranquillement coupé les services et ils l'ont emmené vers la déficience, vers rien, puis il ne parle plus du tout aujourd'hui. Si vous permettez, dès qu'il a eu l'enfant, il a arrêté tous les services. Malgré qu'on avait pris des rendez-vous, on avait des plages horaires, c'était l'été, où vraiment il fallait intensifier les services pour la rentrée scolaire. Donc il a refusé l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychologie qui suivait. Le DPJ, qu'est-ce qu'elle fait? La semaine même, elle lui fait une lettre pour aller chercher une subvention du gouvernement. Alors que nous, on nous avait obligés, on a écrit à la régie des rentes, mais la régie des rentes, après avoir analysé le dossier, elle nous a refusé en nous disant « Votre enfant n'a pas d'incapacité invalidante au-delà d'une année, on refuse ». Juste pour résumer, écoutez, dans le fond, la direction de la protection de la jeunesse, si on résume, sont arrivés dans votre dossier, votre enfant y allait bien, il s'épanouissait, vous aviez un conflit de séparation. Alors le père est allé vers là, il a pris la garde, puis là, au bout du compte, votre enfant se développait, il y avait le docteur Julien impliqué, plein de professionnels, vous payez même de vous-même, vous ne demandiez même pas à votre ex de payer. Tout allait très bien, et depuis que la DPJ a pris direction de la protection de la jeunesse au Québec, a pris le relais, on peut résumer, votre enfant a fait ça, hein, et là il est en train de mourir psychologiquement, et il n'y a plus rien là maintenant, aujourd'hui, il parle plus, il est médicamenté, et il n'y a personne. Il est rendu à l'état animal, et suite à tout ça, vous là, comment vous vivez ça? Parce que là, on vous a enlevé tous les pouvoirs d'aider votre petit-fils, pour vous et votre petit garçon. Pour moi, c'est comme un tsunami. Depuis qu'il a été rentré dans ma vie, toute notre vie a basculé. L'enfant, il n'a plus de vie, ok? Il a régressé à un point, je sais pas, il est rendu en état animal parce que l'enfant ne fonctionne plus ni à l'école ni nulle part. Moi, j'ai perdu mon travail. Moi, je suis ingénieure de formation, j'ai une maîtrise de l'école polytechnique, j'ai aussi un bac en informatique de l'Université de Montréal. Je travaillais, j'avais un bon poste de chargé de projet, mais depuis que la DPJ est rentrée, j'ai perdu 3 jobs. Et puis il s'arrangeait à chaque fois de me convoquer pendant mes heures de travail. Et quand ils ont coupé les contacts en novembre 2009, ils n'ont jamais voulu me donner des droits d'accès les fins de semaine ou bien après les heures de travail. Ce qui fait que j'ai pas vu mon fils pendant 4 mois. Et quand je l'ai revu, là, il ne parlait plus. Et en 2010, je le voyais 2 heures par semaine. 2011, je le voyais 1 heure par semaine. 2012, ils ont coupé les contacts pendant 8 mois. 8 mois, vous ne l'avez pas vu du tout. Sans aucune raison. Je l'ai croisé par hasard dans un centre d'achat avec la belle-mère, et il a sauté sur moi. Le seul mot qu'il pouvait dire, c'est maman, le pauvre chéri. Et là, depuis novembre dernier, je l'ai revu 1 heure par semaine, et là, je suis rendue avec M. Stéphane Clavette à le voir
30 minutes par mois. Et je pense que c'est important de souligner qu'ils vous ont développé, ils essaient de vous acculer comme un problème de santé mentale. Hein. Oui. Stéphane Clavette, il ne vous lâche pas, c'est vraiment de la cruauté mentale, il ne lâche pas. Hein. Il veut vraiment vous étiqueter, il veut vous mener au suicide, c'est clair. Il est dénigrant, il est insultant, intimidant, menaçant, c'est incroyable. Et vous, on va terminer peut-être avec ça. Vous êtes la grand-mère, puis ils ont décidé de vous faire mourir comme ça. Comment vous vivez ça? Parce que c'est votre fille. Est-ce que c'est votre unique enfant? Oui, c'est mon unique enfant. C'est votre unique enfant. Et c'est votre seul petit-fils aussi. Comment vous vivez ça? Ben, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je peux pas vivre, je peux pas me faire à l'idée que je dois vivre le deuil de ce petit enfant, parce que bien évidemment, nous le gardons mentalement, dans notre imaginaire, c'est notre petit enfant, et on ne peut pas faire le deuil. Mais le deux, vous ne prenez pas de médicaments, là? Non, pas du tout. Vous êtes très forte, vous êtes très résiliente, c'est incroyable. C'est pas évident, hein? Personne ne croit. Tout le monde nous dit c'est impossible. Comment vous avez un beau voisinage. Comment vous avez pu surmonter toutes ces... C'est un miracle. Mais moi, à mon avis, c'est l'amour inconditionnel pour ce petit enfant qui nous tient debout. C'est ça. Mais très important, un petit élément qu'on n'en a pas parlé. Dès qu'ils ont arrêté les services, ils l'ont dirigé dans une institution, donc il était en préscolaire, d'enfants non-verbaux, déficients intellectuels et avec déficience associée. D'ailleurs, maintenant, il est suivi par le CRDI-TED. Hein, et quand il est arrivé, l'institution nous a appelés pour nous dire « Venez, on aimerait entendre la mère ». Et là, elle nous a dit, je ne peux pas garder cet enfant ici, je me demande pourquoi ils l'ont ramené ici. Oui, je sais, j'ai lu le rapport, il y avait JF Kennedy, l'école. L'étincelle. Et à ce moment-là, ils devaient le sortir immédiatement. La commission scolaire de Montréal nous a contactés, elle nous a dit, l'enfant ne peut pas rester là-bas. Mais pour résumer, dans le fond, moi je sais que j'ai lu les rapports d'école, il y a des écoles qui demandaient qu'ils soient réévalués parce que tout le monde, même des écoles spécialisées disaient, écoutez, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'ils soient réévalués. Mais personne ne veut des médicaments comme pour se donner raison. Écoutez, on a demandé une expertise pour l'enfant, on a attendu longtemps, ils nous l'ont refusé. Le docteur André Mas qui voit la mère aux 2 semaines et qui suit vraiment le dossier de l'enfant, c'est notre expert. Il a demandé l'arrêt de la médication en 2010. Il a demandé que l'enfant soit évalué dans un milieu moins campé. Il a toujours été contre les coupures de contact avec la mère et la grand-mère. Rien n'a été fait. Ben, pour que les gens sachent d'ailleurs, même Victor Lamy a écrit un article là-dessus parce qu'il disait qu'un enfant qui vit une dépression précoce suite à une séparation, justement des coupures de liens significatifs, et ça peut, ce qu'on peut confondre avec les symptômes de l'autisme, c'est lui-même l'équivalent. C'est impressionnant de voir que les professionnels qui écrivent des articles spécialisés face à abstraction de ce qu'ils ont eux-mêmes écrit, ça se demander s'ils l'ont écrit. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Mais non, excusez-moi, au bout de 2 mois d'observation dans cette institution, un rapport a été fait par le psychologue de cette école où il dit que l'enfant n'est pas autiste et qu'il doit demeurer dans un milieu régulier, une classe à... Et aussi, on a Manon Lefebvre qui a dit que fallait que ça allait bien, parce qu'ils ont remis les contacts un peu en 2009 à l'été et ils ont repris, du mieux. Mais à l'été, ils ont repris du mieux. Vous savez, là, ils n'en ont pas tenu compte, ils ont repris définitivement. Pourquoi je l'ai eu pendant 6 semaines l'été 2009? Parce que le papa devait voyager à l'étranger et comme il était mal pris, on me l'a confié. Donc s'il y avait un problème pour la maman, normalement il ne le confie pas à l'enfant. Je l'ai eu pendant 3 semaines d'affilée et 3 semaines en alternance avec le papa. Et l'enfant il était magnifique. Il a repris du mieux. Disponible, ça a été constaté par l'école. Et en septembre 2009, il était magnifique l'enfant. Et là ils ont repris les contacts comme avant. Mais dans le fond, si on résume un peu avec tout ça, c'est que, puis je sais qu'ils ont ignoré les rapports de Manon Lefebvre parce qu'elle aussi elle a été intimidée par Stéphane Clavette, comme moi je l'ai dit. Mais c'est comme normal, ça fait partie de la DPJ. Est-ce qu'on pourrait nous résumer, juste simplement, résumer, qu'est-ce que vous espériez, qu'est-ce que vous souhaitez passer comme message aux gens là? Moi je voudrais passer comme message, je veux dire qu'il ne faut pas attendre comme pour l'affaire Malenfant, que les enfants soient traumatisés pendant des années, malgré les signalements de l'école et malgré les signalements de la police, personne n'a intervenu, ce n'est que des années plus tard. Il y a une loi du silence. Hein? Pour ce petit enfant, c'est pareil. Ok, d'accord. Mais moi j'ai peur pour mon fils, j'ai peur qu'il se suicide.
J'ai rendu un état où il a développé de graves problèmes de comportement. Il est jeté dans une famille d'accueil depuis 9 mois. Son papa, il a une nouvelle naissance, donc il n'en veut plus. Et moi, sa maman, je suis disponible. Moi et sa mamie, ils veulent même pas. Ça fait des années qu'on est dans presque un vide juridique avec la nouvelle juge Matt, même je peux citer son nom. Oui, la juge Rolande Matt, depuis le mois de janvier, attend et prolonge le délai pour se récuser. Même, j'ai produit à la cour un déguisé de mon fils, comment il était avant, comment ils l'ont rendu. Et même, ils veulent rien voir. Ils veulent écarter toutes les preuves. Je pense que c'est important de dire que si vous laissez, je pense qu'on pourrait démontrer la grave erreur qu'ils ont faite. Fait qu'ils préfèrent le laisser mourir parce qu'ils sont en train de le détruire. Donc, écoutez, on va sensibiliser les gens pour que les gens... Il y a une pétition qui est faite pour demander une enquête sur la DPJ à l'ONU. Alors, s'il vous plaît, allez la voir, signez-la, on vous en prie. C'est un début pour les enfants du Québec. Mais c'est sûr. Pour les gosses de la DAS. Romantique. Ok. Il était 8h environ quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Où allons-nous et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait de ma famille. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs. Les gosses qu'il y avait n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne, d'un matin la mauvaise scène. Mon passé était sain, zen, à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans un lit poussiéreux, des murs affreux qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. J'irais les points forts pour me sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on dit c'est pire que la mort. C'est dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés. Entouré par des personnes nommées éducateurs, formés pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. Je suis par la suite que le juge des enfants m'encadrait, qu'il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans. Et cette rumeur était vraie, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une lettre m'a été donnée, où à l'intérieur il disait que chez moi j'étais en danger. Par la suite j'ai deviné que les gens qui nous entouraient étaient jaloux envers nous. La suite tu la connais. C'est dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés. L'assistante sociale nous conduit au tribunal. Un avocat à mes côtés pour la décision finale. Ma mère dans la salle d'attente, j'étais seul dans la pièce. Il profitait de son absence pour me donner de la tristesse. C'est sincère, ce que j'entendais était totalement faux. Comme une éponge absorbe l'eau, lui il absorbe les mythos. Sa phrase décisive était un avis défavorable. Il dit votre mère pour vous élever, elle n'en est pas capable. L'avocat à des côtés n'a pris aucunement ma défense. Il m'a seulement dit petit, vas-y prends l'histoire dans le bon sens. Après ça j'ai été victime de délinquance. Enfance de souffrance et quel bordel dans la France. L'enfant en danger, on s'en fout, on ne l'aide pas. Et celui qui a la chance d'aller bien, on l'emmerdera. Je veux dire aux enfants concernés par ce vécu, seule la force et l'espoir fait que je les ai vaincus. C'est dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés. C'est dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des douloureuses ruptures. Je vois pas mon futur, loin de chez moi, entre quatre murs, enfermés.
On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Elle va finir par l'avoir. On lâche rien, on lâche rien. Nous espérons que vous avez été sensibilisés par notre premier documentaire. Je voudrais vraiment remercier mon collègue Adam Richard qui a tout fait, qui est le caméraman, trépied et tout. Vraiment merveilleux, travail extraordinaire. Il a travaillé énormément d'heures pour préparer ce documentaire. C'est le premier, ce n'est pas le dernier. Écoutez, là-dessus, on voudrait vous dire, on va élaborer davantage à la prochaine émission, parce que il y a une suite à cette émission. Et dans le fond, je voulais vous sensibiliser au fait que Stéphane Clavette disait qu'il y avait une règle au niveau de la prise de décision pour la DPJ. Ça se demandait lesquelles, parce que on a le docteur Jean Labbé, qui est spécialiste, qui est au département de pédiatrie à l'Université Laval, qui a écrit un document, on en parlera plus la semaine prochaine, sur comment identifier l'enfant victime d'abus sexuels. Alors, je pense que il y en a un problème, parce que pour Stéphane Clavette, vous l'avez entendu, vous le réécouterez, demain, ça va être mis sur Internet. Il a vraiment dit, on ne fera pas d'enquête pour rien avec un enfant. Fait que ça a l'air qu'un enfant, c'est pas important ici au Québec. Et on signe des pétitions, 12 000 signatures quand c'est des farces plates de Stéphane Gendron, là. Mais quand c'est des enfants, là, on a une pétition au tribunal pénal international en ce moment. Allez sur le Facebook, demande d'enquête publique sur la DPJ. Vous allez pouvoir le voir. Faites aussi vraiment une pétition DPJ, vous allez le trouver aussi. Et La pétition est sur change.org. Ouais, vous allez voir, il y a beaucoup de documentation dans le groupe. Là. Vous allez trouver ça dans les posts. Il est ramené assez fréquemment. Puis le Facebook, vous allez trouver beaucoup d'informations à jour que vous n'avez pas par les grands médias. Alors, ce n'est qu'un début. Et je voudrais aussi, parce qu'il semblerait que Dr Sylvain Palardy il n'est pas inquiet du tout, lui, que l'enfant a des symptômes d'abus sexuels, qu'il y a tout ça là, depuis des années, et qu'il ne parle plus, puis qu'il est en train de mourir, qu'il est placé en famille d'accueil. C'est pas important, c'est pas grave s'il se meurt. Semblerait, puis M. Louis-Charles Martineau du CRDITN non plus. Fait que, écoutez, si pour vous, là, vous écoutez ça, puis nous, on est inquiets, hein? Nous, on est inquiets. Et on a un sergent détective... On va dire ce mot-là, je pourrais utiliser un vocabulaire plus large. Oui, bien, écoutez, il y a un détail qu'on n'a pas mis dans le documentaire, c'est que Stéphane Clavette a fait un voie de fait sur cet enfant le 8 février 2013. J'ai été témoin, les parents aussi. Il y a une plainte qui a été déposée auprès de la police et j'ai le syndic de mon ordre, syndicat adjoint, M. Gilles Bergeron, qui est intervenu. Il a interféré dans l'enquête pour qu'elle cesse. Alors, tout est arrêté depuis ce temps-là. Il y a le don de me discréditer, semblerait. La loi du silence, la loi de l'orientation psychologique qui existe au Québec, qu'on veut défaire pour la vie des enfants. Alors, je vous en prie, je vous donne le numéro de téléphone de la sergent détective Patricia Verguet. Si pour vous, c'est grave, qu'est-ce que vous avez entendu, c'est... l'union fait la force, ensemble, brisons la loi du silence. Je vous donne le numéro de téléphone, si vous l'avez à l'écran, 514-280-2299. Appelez-la, parce que semblerait que moi, c'est pas crédible. Vous avez entendu l'audio. Semblerait que pour Stéphane Clavette, qu'un enfant joue avec son anus, s'amuse et tout ça, puis qu'il y a des problèmes, des maladies vénériennes, ça fait partie de la norme. Donc, on se voit la semaine prochaine pour la suite. Je laisse la parole à mon collègue. C'est ça, on vous invite à appeler au numéro de téléphone qu'il y a là, et juste, en tant que citoyen, vous informer peut-être de quel est l'état de l'enquête actuelle, parce que présentement, on n'a aucune nouvelle et c'est sur la glace. Et comme vous avez pu voir, je pense qu'on a quelque chose d'assez éloquent ce soir qu'on vous a présenté pour dire qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter en toute urgence. Donc, il faudrait peut-être aussi mentionner ce genre de choses-là à la première ministre, Mme Marois, qui a quand même été responsable ou assez impliquée d'instaurer la DPJ. Donc, si on a eu les enfants de Duplessis, on peut vraiment parler des enfants de Marois présentement. C'en est une. Donc, vous pouvez, elle aussi, la contacter. Je vous invite fortement à le faire.
vos députés locaux ici et toute autre personne que vous jugerez nécessaire dans ce contexte-là. Cet enfant est en train de mourir clairement, même si mon ordre, même si les gens disent que je suis un danger pour les institutions publiques, ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis pas là pour protéger les institutions, je suis là pour protéger les enfants. Alors, si vous aussi, vous tenez aux enfants du Québec, à notre nation québécoise, je vous en prie, faites quelque chose, intervenez, puis ensemble, unissons-nous pour les enfants du Québec. Donc, c'est tout pour cette semaine. On revient la semaine prochaine. Et pour les intervenants du système public qui sont impliqués de près ou de loin dans la DPJ, qui font mal leur travail, comme on a pu voir ce soir, on vous a à l'œil. Générique. On lâche rien.